Bienvenue à toutes et à tous pour ce Ripipédia audio qui fait suite à la bande dessinée audio Ripi et le mystère de Kermambalek. Tout d'abord, merci à ceux qui l'ont écouté, à ceux qui l'écouteront et aussi à ceux qui ne l'ont pas écouté mais qui sont quand même ici pour cette espèce de podcast ripipédiesque. Alors, les Ripipédias, ce sont des petites infos loin d'être exhaustives. On n'a pas la prétention de tout connaître sur les sujets que nous allons aborder, mais on regroupe comme ça plusieurs infos et on vous les partage. Ce partage est réalisé par écrit pour ceux qui se sont procuré la BD papier auprès de Denis, Cédric ou moi-même. Et après la réalisation du format audio de la bande dessinée, je me suis dit que ce serait sympa de continuer l'aventure en réalisant les Ripipédias de la même façon. De plus, sachez que pour présenter et vous partager ces infos, j'ai un invité de marque exceptionnel. Car effectivement, je suis en compagnie de Ripi. Alors, en chair et en os, clairement, non. Non, pas du tout. C'est plutôt une sorte d'énergie, une conscience désincarnée, en fait. Alors, comment tu vas, Ripi ? Bah écoute, ça va très bien. Oui, effectivement, une boule d'énergie, ça me plaît très bien comme description. Alors nous sommes ici pour aborder 4 thèmes. Est-ce que tu peux nous les énumérer, s'il te plaît ? Bien sûr, alors il y aura le manoir du tertre, les objets maudits, les protections, puis nous terminerons par les premiers chasseurs de fantômes. Et donc voilà, un programme alléchant, me direz-vous. Alors oui, effectivement, ne perdons pas plus de temps. Partons tout de suite, sans plus attendre, en Bretagne, en plein cœur de la forêt de Pimpon. Le manoir du tertre. Merci beaucoup. Alors voilà, l'intrigue de Ripi et le mystère de Kermambalek se déroule en Bretagne. C'est dans le département de l'Ille-et-Vilaine, situé au cœur de la forêt de Brocéliande, non loin de la ville de Pimpon, que se dresse ce manoir du XVIIe siècle. Ce manoir détient l'une des chambres nuptiales les plus célèbres de Bretagne. On dit que passer sa nuit dans le lit de cette chambre promet des noces durables et heureuses. Oui, mais alors, il est formellement déconseillé d'y passer la nuit seul. Oui, tout à fait. Alors, bon, l'histoire de ce manoir, c'est bien beau, mais il y a surtout une habitante de ce manoir qui a fait sa réputation autour d'elle-même et autour de ce manoir, n'est-ce pas ? En effet, c'est une femme du nom de Geneviève Zapfel qui fera toute l'histoire de ce mystérieux lieu. Elle est née en 1892 et décédera en 1971 à Pimpon. Elle n'est encore qu'une petite fille lorsqu'elle est atteinte d'une tuberculose inguérissable et elle est condamnée à mort par les médecins de l'époque. Attends, condamné à mort, toi, tu vas mourir ? Ou bah non, on n'a pas trop le choix. Non, elle est parce que voilà, c'est inguérissable. Ah, c'est ça. Non, parce que vu comment c'est écrit... Qui c'est qui a écrit ça, hein ? Oui, bon, ouais. bah... Bon. Ok, bon. En tout cas, alors, bon, un jour, elle voit en haut de l'escalier un homme qui s'avère être Saint Judicaël, qui est le fondateur de l'abbaye de Pimpon et roi des Bretons. Ce dernier la sauve de cette maladie et lui donne le don de guérison. Ah ouais, sympa ça. C'est plutôt cool. Plus tard, réputée pour ses dons et son regard glacial, elle devient la médium la plus populaire de la France d'après-guerre. La principale légende de ce manoir se concentre autour d'un immense tableau, peint en 1947. Ce dernier est présent dans le salon et représente Geneviève Zapfel lors de sa conférence à la salle Pleyel de Paris dans les années 30 à laquelle assistaient plus de 3000 personnes. Effectivement, et donc ce jour-là, pendant la conférence de la salle Pleyel, elle a fait des trucs de fou. Elle a fait plusieurs prophéties et elle annoncera des événements qu'on peut assimiler au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki qui ont lieu le 6 et 9 août 1945, soit une quinzaine d'années plus tard. Exactement. De ces prophéties, on pourrait aussi reconnaître les camps de concentration, l'arrivée de l'euro. Mais bon, tout ça, on est d'accord, ça reste vraiment que des interprétations. Ah, tout à fait. Et alors, plus précisément, en 2012, Amar Drif, propriétaire des lieux... Qu'on connaît bien. Voilà, oui, effectivement. Propriétaire des lieux, lors de l'enquête d'un des épisodes de l'équipe RIP, Recherche et Investigation Paranormale, qu'on connaît, nous raconte qu'un soir de pleine lune, alors qu'il rentrait, il franchit la porte du salon et vit Geneviève Zapfel à 1 ou 2 mètres de lui, devant le tableau.
Ouais, ça doit être impressionnant quand même. Il nous fit part aussi de nombreux témoignages de personnes venues dormir sur place, car on vient de toute l'Europe. Ah, de toute l'Europe. Eh oui, toute l'Europe, hein, c'est pas juste Marcel et Yannick de Bretagne hein, qui viennent, hein, c'est vraiment toute l'Europe viennent regarder ce manoir. C'est simplement, c'est un pèlerinage. Ni plus, alors, ni plus ni moins un pèlerinage. Alors parmi ces nombreux récits, des clés de chambre qui tournaient dans les serrures toute la nuit sans jamais ouvrir les portes. Des apparitions de Geneviève au pied des lits, des sensations de lévitation dans la nuit, des bruits de pas dans les couloirs, des fortes respirations dans les chambres, des portes qui claquent, enfin bon, tu vois tout le tremblement qui fait que bon bah voilà, c'est pas de tout repos de dormir au manoir quoi. Moi, je sais que j'ai fait un ghost hunt là-bas. J'étais en tournus avec Denis et Elodie Balbous, que vous connaissez sûrement aussi. Et c'est surtout dans les couloirs, on a surtout eu des j'allais dire des vents. Il va y avoir des vents dans des couloirs, ça peut prêter à confusion. Genre des courants d'air. On a eu des courants d'air hyper froids qui venaient de gauche à droite. C'était assez perturbant. Alors, reprenons un petit peu le fil de l'histoire. Il faut savoir que le plus intriguant restera le témoignage de randonneurs venus faire escale une nuit et qui, au petit matin, décident de filmer depuis le jardin la chambre dans laquelle ils avaient séjourné. À leur retour chez eux, ils découvrent avec stupéfaction la silhouette de Geneviève Zepfel postée à la fenêtre de cette dernière. Ah, c'est ça le problème. Enfin, avec les anciennes photos, tu savais pas tout de suite ce que tu avais pris en photo. Maintenant, tu vois ça, bam, tu remontes dans la chambre, tu dis tiens, c'est marrant, il y avait quelqu'un là, qu'est-ce qui pourrait faire que qui est cette forme-là à la fenêtre. Tu essayes de trouver quoi. Avant, tu pouvais pas puisque tu n'avais pas le résultat des photos instantanément. Alors, il y a quelques anecdotes assez sympathiques sur ce manoir. C'est le lien indirect entre le manoir du Tertre, Da Vinci Code, le best-seller de Dan Brown, le mystère de Rennes-le-Château et aussi le trésor des Templiers. Oui, voilà, il y a plein de liens indirects. Parce que, alors, en fait, Pierre Plantard, qu'on connaît pour être le fondateur en 1956 du prieuré de Sion, une confrérie obscure et secrète datant de 1099 liée à l'ordre du Temple en France, a été élevé chez Geneviève Zepfel. C'est ça, c'était le fils de la cuisinière. Et effectivement, on dit qu'elle en était amoureuse et qu'elle le conseillait pour le mener au succès, ce que l'on appelle l'effet Pygmalion. Alors, d'autres personnes célèbres ont eu un affect spécial pour le manoir du Tertre, parmi lesquels on retiendra le général de Gaulle. D'accord, ça, ok. Voilà, pareil, c'est pas le cordonnier du coin, même si j'ai vraiment rien contre les cordonniers, ni contre les coins d'ailleurs. Donc voilà, général de Gaulle, parce que sa mère était originaire et résidente de la commune de Pampon, ainsi également que le célèbre auteur-dessinateur Hugo Pratt, connu pour sa série de bandes dessinées Corto Maltese. Corto Maltese, quoi. D'ailleurs, il laissera sa trace avec un petit croquis, une dédicace, un dessin dédicacé sur l'un des murs du salon qui trône. Ah, j'ai eu la chance de ce dernier. De voir ce croquis-là, cette dédicace, c'est plutôt sympa. Ouais. Alors, petite précision maintenant, ce manoir est une maison d'hôte. Alors, il est tout à fait possible d'y passer un agréable week-end avec ou sans Geneviève. Ça, ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est vous qui voyez, non? Après, oui, voilà. C'est elle qui verra sur le coup. Moi, je pourrais peut-être y aller éventuellement, passer une vraie nuit avec elle. Enfin, une nuit, je m'entends bien. Très bien, merci beaucoup pour ce Ripipédia Manoir du Tertre. Nous allons continuer sans plus attendre sur les objets maudits. Les objets maudits. Alors, premier objet maudit que nous allons vous présenter, c'est un tableau d'un garçon qui pleure. Ripi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Alors, le tableau, c'est un tableau réalisé par Bruno Amadillo. C'est un tableau qui représente un enfant qui pleure effectivement et qui a le pouvoir, qui aurait le pouvoir
de déclencher des incendies sans que jamais le tableau ne brûle. Donc pour la petite histoire, c'est une légende qui raconte que Bruno Amadeo aurait recueilli un jeune enfant du nom de Don Boniglio qui aurait vu ses parents mourir dans un incendie. Selon les habitants du village, ce petit enfant serait vraiment maudit lui-même d'ailleurs. Il porterait malheur, on l'appellerait le diable. Enfin, le diable. El Diablo. Quelque temps après avoir réalisé ce tableau, l'atelier de Bruno Amadeo flambe. Le peintre décide alors de se séparer de l'enfant. Même c'est pas génial. Non, c'est pas terrible. Alors on entend reparler de ce tableau en 1985 parce que la maison de Ron et May Hall brûle complètement. Mais du coup, le tableau, on le découvre nickel, quoi. Voilà, et il est intact. Les pompiers sont sur les lieux, ils sont surpris de voir que ce tableau il n'a pas brûlé. Et l'un d'entre eux, Alan, pardon, je suis encore un petit peu français. Alan Wilkinson raconte à ses collègues que c'est au moins le 50e incendie sur lequel il est intervenu et qu'un tableau comme celui-ci est retrouvé intact. Le 50e, ouais, ça commence à faire beaucoup. Ok, et d'ailleurs, je crois que un des propriétaires d'une des maisons qui avait brûlé avait offert ce tableau à Alan Wilkinson. Et il avait accroché dans sa caserne, et la nuit suivante, la caserne avait pris feu. Ouais, complètement. Donc vraiment, le tableau, il y a un souci quelque part. Ouais, effectivement, et le même phénomène s'est déroulé dans un restaurant italien. Oui. Alors donc la psychose prend de l'ampleur. Le journal The Sun appelle au témoignage et croule sous ceci en quelques jours. Et ce même journal va demander des copies du tableau pour organiser un bûcher géant pour Halloween. C'est ça. Tous les tableaux brûleront. Il n'y aura pas de survivants. Et depuis ce grand feu de joie, de nouveaux cas, quand même, ont été répertoriés. Il y a eu encore. La malédiction semble encore courir. C'est ça. Effectivement. Et alors, petite anecdote, bon, pas très rigolote, hein, mais on retrouve les traces de l'enfant. Donc de Don Boniglio en 1976 lors d'un accident de voiture près de la route accident de la route près de Barcelone. On découvre une voiture entièrement brûlée et un cadavre complètement calciné, mais les secours arrivent à retrouver un permis de conduire. Quand même. Alors je sais pas, peut-être que le portefeuille s'était envolé dans l'accident. On retrouve le portefeuille, le permis de conduire, et on voit que sur le permis de conduire, c'est la photo et le nom de Don Boniglio qui apparaît. Et voilà, ce garçon serait mort dans cet accident de voiture à l'âge de 19 ans. Ok, donc il y a vraiment enfin, je sais pas si on peut parler de malédiction, mais en tout cas, il y a quelque chose qui traîne autour de lui. Voilà. Quand même, j'ai l'impression. Oui, on voit que... Voilà, c'est ça. Je sais pas quoi dire. Donc on va passer au thème d'après. Merci. Non, on va pas passer au thème d'après, mais à l'objet d'après. Là, en l'occurrence, on va vous parler de la voiture de James Dean. Alors cette voiture-là, on l'appelait Little Bastard. Ouais, pourquoi donc on fera... Non, justement, on fera confiance aux auditeurs pour se traduire eux-mêmes ce prénom, parce qu'on va pas dire à l'antenne petit bâtard, ça se fait pas. Donc alors, James Dean achète cette voiture à Alec Guinness. D'accord. Celui-ci va lui dire de ne pas la conduire, clairement, parce qu'elle va beaucoup trop vite. James Dean, il s'en fout un petit peu apparemment de ses conseils. Vite, oui. Donc il la conduit, et le 30 septembre 1955, il veut se rendre à une compétition automobile, et sur la route, il se fait flasher. Je sais pas s'il y avait, je suis pas sûr qu'il y avait des flashs à cette époque-là. Mais en tout cas, il se fait arrêter pour excès de vitesse à 105 km/h au lieu de 90. Bon, c'était en miles, hein, mais bon. J'ai fait la traduction métrique, comment on dit ça? La transposition? Non, là, dites-le moi. La conversion. Voilà, c'est ça. Donc 105 au lieu de 90. Donc il continue son chemin et alors percute une voiture qui lui coupe la priorité. Il meurt sur le coup.
à cause d'un coup du lapin. Pauvre animal. Et il roulait, c'est ça qui est le pire, c'est qu'il roulait pile à 90 km/h. C'est-à-dire Ouais. qu'il a baissé sa vitesse, il s'est mis à 90 et Et puis quand même, quelqu'un lui coupe la voiture, la route, et la voiture aussi, quand tu vois l'état de la caisse d'ailleurs. Enfin bref, c'était presque... ouais, écrit. voilà, on peut dire que c'était presque écrit. Ouais. Alors cette épave, parce que là on peut vraiment parler d'une épave, elle est rachetée par George Barris. Et George Barris compte revendre des pièces détachées pour les fans. Le chauffeur du camion de livraison, il va être écrasé par la carcasse de la voiture. Sympa. Donc déjà, ça commence bien, on a envie de te dire. Un médecin va acheter le moteur et un fan de course va acheter la transmission. Ok. Tous les deux, lors d'une même course, ils vont se percuter. L'un va mourir sur le coup, l'autre terminera ses jours en fauteuil. Donc l'histoire continue, c'est magnifique. Oui, c'est pas terrible. Une personne qui avait acheté les pneus de la voiture de Little Bastard aura un accident l'obligeant à plusieurs semaines d'hospitalisation. D'accord. Là, ça continue et tu vas voir que c'est loin d'être terminé. Le reste de l'épave sera exposé dans un entrepôt pour une opération de prévention routière. L'entrepôt sera détruit dans un incendie et la carcasse de Little Bastard, en revanche, restera intacte. Donc là, incendie, le truc reste intact. Ça rappelle un petit peu le tableau Le tableau. dont on a parlé juste avant. Dan Bonnet, il y a... On reste vraiment sur la malédiction, sur les trucs maudits, quoi. C'est clair. Alors, suspendu en hauteur, le jour de l'anniversaire de la mort de James Dean, le capot de la voiture se détache et écrase un adolescent. C'est bien aussi, ça, c'est pas mal du tout. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pour une exposition, l'épave sera transportée, mais se détachera et s'écrasera sur le chauffeur du camion. Faut arrêter à un moment donné. Donc on continue, c'est magnifique. Ouais, stop, quoi. Un second accident du même type se passera quelques jours plus tard. L'épave se détachera lors d'un transport et tombera en 11 morceaux. Cette fois, aucune victime n'est à déplorer. Je pense que c'est parce que les 11 morceaux, c'est toujours plus léger que un morceau en pleine gueule. Ouais, tu veux dire qu'un gros morceau va toujours peser plus que 11 petits morceaux. Non, c'est pas ça non plus. Oui, enfin bon, bref, les auditeurs auront compris. En 1960, George Barris décide de se séparer de cette voiture, plutôt de cette épave, parce que ouais, je crois que là, au bout d'un moment, tu peux lâcher l'affaire. Il va donc décider de la faire disparaître, et plus précisément de la recycler. Et là, tu es en train de te dire, la recycler, ouais, est-ce que c'est une bonne idée de recycler un truc qui est maudit, parce que ça veut dire que tu vas recycler plein de petites parties dans d'autres Tu trucs. vas partager. Est-ce que la malédiction ne va pas être là pour se répandre? Pas idiot, pas idiot. Enfin bref, il charge l'épave dans le camion et une fois à destination, les portes du camion s'ouvrent et il n'y a plus de voiture dans le camion. Et depuis 1960, Little Bastard Personne ne l'a. reste introuvable. Alors bon, qu'est-ce qui s'est passé? On reste dans la malédiction. Bon, il y a, je pense, quand même une explication rationnelle. Mais bon, on sait jamais. Avec tout ce qu'il y a eu avec tout ce qu'il y a eu autour, avant, Mm. je sais pas. À vous de faire votre idée. On va enchaîner avec le troisième objet maudit. Et là, on va parler d'une poupée. Alors, pas Annabelle, pas Chucky, mais la poupée Robert. Poupée Robert, quoi. Bien sûr, alors on va parler de la poupée Robert. La poupée Robert, si vous voulez une vraie poupée possédée, c'est celle qu'il faut avoir chez vous si vraiment vous êtes intéressé. Ceci dit, je ne vous la conseille pas plus que ça non plus. Non, Donc, pas trop, non. C'est à vous de voir si vous voulez l'adopter. Alors la poupée Robert, pourquoi Robert? Bien tout simplement parce que c'est le nom de son propriétaire, Robert Eugène Otto, qui est connu pour être un célèbre peintre américain. Cette poupée est née des mains d'une des servantes de la famille Otto, qui était aussi sa nounou. Elle l'a faite de paille et de vieux vêtements. Cette servante pratiquait la magie noire et après s'être fait congédier par la famille Otto, elle décide de se venger en offrant une poupée maléfique au dernier né de la famille. Ça tombe sur ce Robert Eugène. Robert Eugène.
Ouais. Le petit garçon joue énormément avec sa poupée. Ils se parlent, ils se mettent en scène dans des jeux. Et un jour, les parents de Robert entendent une voix d'adulte dans la chambre d'enfant. Ils y entrent et voient leur enfant jouer avec sa poupée. C'est pas la poupée qui parle, c'est Robert. Mais Robert, à cet âge-là, ne devrait pas avoir cette voix d'adulte. Ouais. Donc ils commencent à se poser des questions si la poupée ne serait pas dotée de paroles. Alors ils font de plus en plus attention à cette poupée. Ils font gaffe, quoi. Une nuit, un énorme fracas réveille toute la maison. Les parents arrivent dans la chambre de Robert et ils découvrent une chambre en bordel, mais vraiment le bordel. Le fils accuse la poupée d'être le responsable de ce boxon. Ouais. Parce qu'en fait, la famille déclare que c'est pas rare de retrouver la poupée à des endroits qui n'étaient pas habituels, sans que personne l'y ait déposée, quoi. Voilà, exactement. Alors, elle se dépassait-elle toute seule? Apparemment. C'est possible. Oui, alors, parfois, Robert retrouvait des jouets cassés. Le visage de sa poupée parfois changeait. Les voisins racontent même qu'il leur arrivait d'apercevoir la poupée regarder par la fenêtre et bouger la tête comme si elle suivait quelqu'un du regard. Ouais, ça doit être... Alors que Robert Eugène est un artiste peintre reconnu. Il hérite de la maison familiale avec sa femme Anne et il retrouve la poupée dans le grenier et décide de meubler le grenier avec des meubles à la taille de la poupée. Quelque temps après, Robert raconte à sa femme que la poupée n'est pas contente. D'accord. Car elle n'a pas assez de fenêtres dans le grenier et qu'elle n'a pas assez de lumière. Ouais. Et que voilà, qu'elle ne voit pas la rue. Voilà. Parce que son passe-temps favori, c'était de regarder la rue, les gens passer dans la rue. Du coup, Robert va aménager une chambre complète pour sa poupée. La chambre va posséder plusieurs fenêtres et beaucoup de lumière. C'est alors que les enfants de quartier vont très souvent voir la poupée les regarder jouer dans la rue. Et ça, à mon avis, ça doit être assez badant. Tu m'étonnes. Anne, quant à elle était dérangée par le regard de la poupée c'était assez malsain. Anne était vraiment mal à l'aise. Ouais, il y a une sorte de jalousie, en fait. Une jalousie de la poupée et de l'obsession. Ouais, c'est ça, par l'obsession de Robert Eugène de pour Robert. la poupée. Au début des années 70, Robert Eugène tombe malade. Jusqu'à sa mort, il s'enferme avec sa poupée dans la chambre qu'il avait aménagée pour elle. On le retrouve mort un jour de 1974, la poupée assise à ses côtés. La maison sera vendue, la poupée Robert restera au grenier seule, jusqu'à ce qu'une nouvelle famille vienne s'installer dans cette maison. Et la poupée va être découverte sous des cartons dans le grenier. Voilà. La petite fille de la famille demande à la garder pour l'ajouter à sa collection. Et une nuit, la petite va réveiller toute la maison en hurlant de terreur. Elle va raconter à ses parents qu'elle a vu la poupée sauter dans toute la chambre avant de monter sur le lit et de l'attaquer. Voilà. Et en fait, depuis, la famille a décidé de se séparer de la poupée et en a fait don au Fort East Martello Museum. Et la poupée y est toujours exposée. On voit beaucoup d'images sur Internet de celle-ci. Exactement, merci pour ces précisions concernant la poupée Robert. Maintenant, nous allons aborder le quatrième objet maudit. Pourquoi j'ai dit la quatrième? Parce que c'est un objet. Oui. Parce que on va parler d'une chaise. La chaise maudite de Thomas Busby. Nous sommes en 1702. Thomas Busby est aubergiste dans la petite ville de Thirsk, au nord du Yorkshire, en Angleterre. Il tient cette auberge avec son épouse Elizabeth. Elizabeth est la fille de Daniel Hawiti. Hawiti? Ouais, alors ça va falloir vous y faire. Ça va être comme ça. Et donc Daniel Hawiti est un fabricant de fausses monnaies. Thomas est, en plus d'être son gendre, était aussi devenu son associé. Un soir, en rentrant dans son auberge, Thomas découvre son beau-père installé dans son fauteuil préféré. Ils se disputent et Daniel menace Thomas de récupérer sa fille et de déménager loin de lui. Thomas se calme, mais dans son regard, il y a marqué « Toi, mon gars, t'es mal barré ». Okay. Il va attendre la nuit pour aller tuer son beau-père à coups de marteau sur le crâne. Oui, parce bien. que bon, on rigole pas trop avec ces choses-là. Écoute. Et quelques temps après, Thomas est arrêté et condamné à mort par pendaison.
La potence se trouve juste en face de son auberge. Il a pas loin à aller. Comme dernière volonté, il demande à s'asseoir une dernière fois sur son fauteuil préféré et boire une dernière bière. Normal. Ses volontés sont accordées et une fois la bière terminée, il se dirige vers son bourreau, puis se retourne en montrant du doigt son fauteuil et lance cette malédiction. Que la mort foudroie tous ceux qui oseront s'asseoir sur ma chaise. Ta, ta, ta. Cette malédiction a été prise au sérieux durant de très nombreuses années. Il faudra attendre 1894 pour qu'un ramoneur de passage s'assoie sans hésitation sur le fauteuil maudit. Bah oui. On le retrouvera mort, pendu par le cou à un portail le lendemain matin, juste en face de l'auberge qui est juste à côté de l'ancienne potence. L'enquête conclura au suicide. En 1940, une base de la Royal Canadian Air Force se trouve juste en face de l'auberge. Ils avaient pour habitude de fréquenter cette auberge et de plaisanter sur cette légende. Durant la Seconde Guerre mondiale, tous les aviateurs qui s'étaient assis dans le fauteuil, aucun ne rentrera vivant. Ouais, quand même. Ça fait du En monde. 1967, 2 pilotes de la Royal Air Force décident de tenter le coup et de clouer le bec à cette malédiction. Quelque temps plus tard, ils seront victimes d'un accident de la route et perdront tous les deux la vie dans l'ambulance qui les conduit à l'hôpital. En 1968, l'auberge est rachetée par Tony Earnshaw, un homme qui ne croit pas du tout en cette malédiction. Le fauteuil reste ainsi à la disposition de quiconque voudra s'y installer. Dangereux. C'est alors qu'un des clients passa une soirée complète dans ce fauteuil. Il mourra dans la nuit d'une crise cardiaque. Bah tiens. La femme de ménage, en nettoyant le fauteuil, glisse et tombe dedans. Quelque temps après, elle meurt d'une tumeur au cerveau. Tous les cyclistes et motards qui s'y assiront seront impliqués, sans exception, dans de mortels accidents de la route. Un jeune couvreur qui avait décidé de déjeuner à l'auberge prit place sur le fauteuil pour son repas, et dans l'après-midi, il passera au travers d'un toit et s'écrasera sur le béton. Comme une. Décidément, entre Little Bastard et la chaise maudite, je choisis bien les, Oui, il y a une continuité. Hein. les trucs malédictionnés. Oui. Hein. Bref, Tony Earnshaw décide tout de même de ranger le fauteuil dans la cave. Ah parce qu'à bah. la bout d'un moment, il faut se dire... Oui, quand même. oui. À un moment donné, oui. En 1978, un brasseur venu livrer de la bière descend dans la cave et il décide de se reposer 2 minutes. Où ça? Dans le fauteuil. Dans le fauteuil. En remontant, il dit au propriétaire que c'était dommage de garder un si joli fauteuil dans une cave, Ah bah oui. d'autant qu'on y était très bien assis. Ah bah tiens. Eh bien, sur le chemin du retour, son véhicule quitte la route sans raison et le brasseur est tué sur le coup. C'est ouf quand même. Monsieur Earnshaw décide de faire don de la chaise au musée de la ville de Search, mais à une seule condition, que personne ne puisse s'y asseoir. Et depuis, vous le verrez sur certaines photos sur internet aussi, le fauteuil, Il est accroché. moi c'est ça, il est accroché sur le plafond. Enfin, au plafond, pour que personne ne puisse s'y asseoir. Effectivement. Bah moi j'essaierai pas. Hein. Non, bah de toute façon, faut vraiment pas tenter le diable. Alors écoutez, cette partie des objets maudits, n'est-ce pas, est terminée. Nous allons continuer avec le 3e thème, le temps d'un petit jingle. Les protections. Voilà, nous allons maintenant vous présenter 4 différents moyens de se protéger. Alors notamment, on peut commencer avec les bols tibétains, les bols chantants. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors effectivement, les vibrations et fréquences qu'ils émettent ont des vertus thérapeutiques afin de purifier votre environnement, mais aussi réaligner votre corps et votre esprit. Ce réalignement est important afin de garder au loin toutes les énergies et entités négatives. D'accord, nickel. Il y a aussi, ça je sais que beaucoup le font, c'est la sauge, brûler de la sauge. Oui, alors brûler la sauge blanche en circulant dans toute la maison, dans toutes les pièces de la maison, c'est une technique classique, mais elle fonctionne très bien. Sous forme de bâtonnet, d'encens, la sauge blanche est un purifiant naturel. Le gros sel.
Oui, alors le gros sel, faut le déposer dans un bol ou dans chaque angle de toutes les pièces de la maison. Alors plus le grain sera gros et mieux il fera son travail et absorbera efficacement les mauvais esprits. Et enfin, pour terminer, on va parler des fleurs de vie. Les fleurs de vie et les graines de vie. La géométrie sacrée. Oui, alors effectivement, la forme de la fleur de vie contient une forme secrète connue en tant que fruit de vie. C'est constitué de 13 sphères qui contiennent plusieurs lois mathématiques et géométriques. Ces lois représentent tout l'univers. Offrir la fleur de vie à quelqu'un est comme donner l'univers tout entier dans un seul bijou. Les gens rapportent des changements physiques et psychologiques après avoir porté un pendentif fleur de vie ou graine de vie. D'autres ont amélioré l'harmonie de leur lieu de vie et ont constaté des changements positifs. Certains même utilisent la fleur de vie pour nettoyer et dynamiser les minéraux, les homéopathies, les fleurs de bac, les huiles essentielles, tout ça. Merci beaucoup. Donc voilà, les protections, c'est vrai que c'est un chapitre un peu plus court, parce que pareil, il y aurait tellement de choses à dire dessus, que comme je vous ai dit au début, c'est vraiment quelque chose de... On survole un petit peu, c'est vraiment les bases, quoi. Et donc enfin le quatrième thème et dernier. Les premiers chasseurs de fantômes. L'un des tout premiers chasseurs de fantômes, ça va être Charles Fort, qui est né en 1874 et qui est décédé en 1932. Alors Charles Fort est le collectionneur d'anecdotes paranormales le plus connu. On compte au moins 40 000 récits sur des expériences paranormales. Ses recherches se basaient sur les revues de l'époque. 7 livres ont été écrits par Charles Fort, mais seulement 4 ont survécu aux aléas du temps. Le livre des damnés, en 1919, Newlands, en 1923, L'eau, en 1931 et Talons sauvages, en 1932. Ces livres traitent du paranormal au sens large, très large du terme. On parle de poltergeist, on parle d'ovni, cryptozoologie. Téléportation, crop circle. C'est ça, c'est très large, quoi. C'est vraiment le père du paranormal moderne, de l'étude du paranormal moderne. Ensuite, dans l'ordre de leur naissance, nous avons Harry Price. Alors Harry Price est né en 1881 et est mort en 1948. Dès son plus jeune âge, attiré par les sciences occultes, la magie, l'illusionnisme, toutes ses connaissances le mènera à démystifier des phénomènes de hantise ainsi que certains médiums. Étant également enquêteur en paranormal, il ne nie pas les phénomènes auxquels il ne trouve aucune explication. De 1920 à 1926, il fera partie de la Society of Psychical Research, puis suite à des mésententes, il créera dès 1926 sa propre organisation, le National Laboratory of Psychical Research. Quel accent! Eh ben, avec tous ces noms anglais, on n'en a pas fini. Il sortira 2 livres relatant les phénomènes paranormaux qu'il aurait rencontrés lors de ses investigations au presbytère de Borley. Il déclarera d'ailleurs à propos de ce lieu que c'est l'endroit le plus hanté d'Angleterre. D'ailleurs, on l'entend tout de suite. Oh my god, mais c'est l'endroit le plus hanté d'Angleterre! On vous a pas menti. Suite à une crise cardiaque foudroyante, Harry Price meurt le 29 mars 1948. Il lèguera son impressionnante bibliothèque à l'université de Londres. Vous y trouverez toute sa collection de livres sur l'occultisme et l'illusionnisme, entre autres. Émile Tisanet, né en 1901, décédé en 1982. Surnommé le Fox Mulder français, enfin surnommé de nos jours le Fox Mulder français. Oui, parce qu'il n'y avait pas X-Files à l'époque. Et non. Émile Tisanet était un gendarme qui, sur son temps libre, allait enquêter sur des phénomènes paranormaux. Il a enquêté dans plus de 300 maisons durant sa carrière, de 1935 à 1954. Dès 1937, il rédige un rapport sur la nécessité qui paraît s'imposer de soumettre aux officiers de l'arme, donc c'est-à-dire aux gendarmes, la solution à adapter pour mettre fin, dans certains cas, à des phénomènes dits occultes. On lui doit la théorie de la vilaine petite fille, c'est-à-dire ce que lui considérait comme petite hantise. Il s'agissait souvent de jeunes filles au moment de la puberté qui avaient la capacité, sans le savoir, de télékinésie, par opposition aux grandes hantises,
à savoir les phénomènes réellement dus à des esprits de défunts. Il va mourir en 1982 après avoir été harcelé, dit-il, par une entité extraterrestre. Enfin, pour terminer, nous allons parler de Maurice Grosse, né en 1919 et décédé en 2006. Suite à la perte de sa fille dans un accident de moto, Maurice et certains membres de sa famille ont rapporté avoir vécu des phénomènes étranges et récurrents. Ces expériences paranormales l'ont conduit à intégrer la fameuse Society for Psychical Research, On se fait moins chier avec l'accent. dont avait fait partie Harry Price. Harry Price. Maurice Grosse a enquêté sur le cas du poltergeist d'Enfield pendant 2 ans, de 1977 à 1979. Un des fameux dossiers Warren, mais qui n'a de Warren que le nom, parce que c'est vraiment Maurice qui a fait tout le gros du boulot. Ah, c'est ça, je crois que les Warren sont restés à peine une journée dans cette maison et que Monsieur Grosse a fait vraiment tout le taf avec. Ils étaient deux avec son collègue. Il a affirmé avoir enregistré de nombreuses heures audio et vidéo des phénomènes. Alors en plus des phénomènes de hantise, Maurice a étudié de nombreux cas de précognition, des visions du futur et avait rassemblé tout le long de sa carrière des présumées photos psychiques, c'est-à-dire des photos Des impressions où mentales, les gens en fait. peuvent imprimer à l'aide de leur esprit C'est ça. des formes, des visages sur ces photos. Exactement. Notamment, il y a une histoire de fée, il me semble, quelqu'un avait réussi à faire, Je crois que ça me dit quelque chose. à faire imprimer avec sa pensée des faits sur une photo. À vérifier, mais il me semble que oui. Eh bien écoutez, ce Ripipédia touche à sa fin, parce que c'est terminé, donc ça aide vachement à toucher à sa fin. Ripi, merci beaucoup d'avoir été mon compagnon de route pour ce Ripipédia. Ben, merci à vous pour l'invitation. N'hésitez pas, chers auditeurs, si ça vous a plu, nous le faire parvenir, nous le faire signaler, nous le faire comprendre, enfin voilà, tout ça. Si ça vous a pas plu, vous pouvez aussi nous le dire, hein, si c'est pour nous dire, oh, écoute, ta merde, on n'en veut plus, c'est n'importe quoi. Ouais, Ripi, on n'y croit pas et tout. Laissez-moi rien. Vous avez totalement le droit. Je le prendrai pas mal parce que... Oh non. On passe au-dessus. Bon, alors écoutez, merci à vous, merci Ripi, merci tout le monde. Merci tout le monde. Et puis peut-être que ce n'est peut-être qu'un au revoir et que nous ferons peut-être... Il y a beaucoup de peut-être dans cette phrase. Oui, il y en a trop. Hein. Nous ferons un nouveau numéro avec des sujets, j'allais dire, différents. Ça serait mieux parce que si on fait un deuxième numéro avec les mêmes sujets, ça risque d'être un peu casse-pied. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Ciao. Merci. Ciao. Je suis parti. Hein. Enfin, je rentre. Denis, j'arrive.